Bonjour à tous et bienvenue à cette table ronde où nous allons débattre le problème des manifestations de l'offre active et l'accès aux soins de santé. Et ceci, c'est pour toutes les communautés francophones en situation minoritaire. Donc, nous allons parler des enjeux, nous allons parler des déterminants, nous allons parler des inégalités qu'on constate dans nos communautés. Et pour y faire face, je ne veux pas en parler plus parce que nous avons des participants qui vont nous en parler en long et en large pour que nous puissions mieux comprendre et aussi définir nos rôles. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Donc, nous avons pour cela trois participantes. Nous avons Daniel Demoisiac. Je m'excuse, Daniel, si je prononce mal. Bonjour, Daniel, et bienvenue. Je vais présenter Daniel. Donc, Daniel, que je connais bien depuis quelques années, est professeur titulaire à la faculté des sciences de l'Université de Saint-Boniface au Manitoba. Son programme de recherche porte sur la santé des francophones vivant en contexte linguistique minoritaire et leur accès aux services sociaux et de santé dans la langue officielle de leur choix. Elle a un intérêt particulier pour les jeunes adultes en milieu post-secondaire, mais elle a également exploré l'expérience des aînés, des personnes immigrantes, des personnes LGBTQ, et dans un proche avenir, elle est en train d'explorer aussi les familles francophones. Bienvenue, Daniel. Merci. Nous avons aussi, pour avoir plusieurs perspectives, donc nous avons Anne-Lise. Merci Anne-Lise d'être là. Anne-Lise est orthophoniste, psychologue de la santé et épidémiologiste. Anne-Lise est professeure titulaire et directrice du département de santé communautaire et épidémiologie de la faculté de médecine de l'Université de la Saskatchewan à Saskatoon. Elle a mené un certain nombre d'études et publié sur l'impact du cancer sur les personnes qui en sont atteintes et sur leur famille, ainsi que les approches d'autogestion de la santé. Depuis les années 2000, Anne est impliquée dans les recherches pour documenter et améliorer l'accès aux services de santé en français en Saskatchewan et ailleurs au Canada. Ces travaux ont été financés par plusieurs organismes subventionnaires provinciaux et nationaux, dont les IRC. Et depuis 15 ans, elle s'implique au sein de la faculté pour l'organisation d'événements visant à promouvoir la terminologie médicale auprès des étudiants en médecine et des professionnels de la santé. Finalement, Dr. Anne-Lise est très impliquée dans la communauté francophone, tant au niveau local qu'au niveau national. Et elle est depuis 2 ans et demi la présidente du conseil d'administration de la Société Santé en français. Bienvenue, Anne-Lise. Merci. Pour avoir plus de perspectives, nous avons la représentante de la communauté fransaskoise, Madame Francine Prouquenzel. Bienvenue, Francine. Francine s'intéresse de près à la gouvernance et à la santé mentale. Étant consultante et formatrice pour les premiers soins en santé mentale, elle apprécie le fil conducteur entre les deux domaines, le bien-être individuel ayant un impact sur le bien-être d'une organisation. Elle est guidée par 2 valeurs fondamentales qui sont les services et la connexion. Ceci explique son implication à titre de bénévole dans la communauté fransaskoise. Elle est fière d'avoir contribué
à la mise en œuvre de l'option bilingue du programme en sciences infirmières à l'Université de Regina, où elle a œuvré sur ces projets à titre de liaison entre 2015 et 2021. Née au Québec, elle a grandi dans la Saskatchewan rurale, où sa famille a préservé ses racines francophones. Et aujourd'hui, Francine est fière d'avoir transmis cet héritage et cette langue à ses enfants et ses petits-enfants. Bienvenue, Francine. Alors, merci pour le public. Comme je l'ai dit, nous allons débattre donc de la manifestation de l'offre active et l'accès aux soins de santé pour nos communautés francophones en situation minoritaire. Donc, regardez tout ce qui concerne les enjeux, les déterminants, les inégalités et les approches possibles qu'on peut mettre en place pour promouvoir l'offre active dans les 2 langues officielles. Et nos participants ont eu 2 questions. Nous allons débattre donc de 2 questions. La première question concerne les enjeux. Donc, quels sont les enjeux, les déterminants et les inégalités en termes d'offres actives et l'accès aux soins de santé dans les communautés francophones en situation minoritaire? Et la deuxième question qui va suivre, donc ça sera les approches. Donc, que peut-on faire pour remédier aux inégalités d'offres actives et à l'accès aux soins de santé dans les communautés francophones en situation minoritaire? Alors, je vais procéder dans l'ordre que j'ai à travers l'écran. Je vais donner d'abord la parole à Daniel Desmoisac pour répondre à la première question. Nous aurons la possibilité de faire une deuxième tournée et même d'intervenir aussi aux réponses des autres intervenants. Et le public aussi aura la possibilité de poser les questions à la fin de leurs interventions. Alors, Daniel, vous avez la parole. Merci. Alors, c'est un plaisir pour moi d'être avec vous ce matin. J'ai quand même fait plusieurs études, surtout au Manitoba, mais dans plusieurs autres provinces également, par rapport à l'offre active et l'accès à des soins en français. Donc, ma perspective est quasi nationale, disons. Et ce que je constate, c'est qu'un des plus grands défis associés à l'offre active et à un accès à des soins en santé, c'est par rapport aux ressources humaines. Il y a une pénurie de professionnels bilingues ou en mesure d'offrir des services en français à travers le pays. C'est une constatation que je pense que ça fait quand même plusieurs années qu'on s'en rend compte, et grâce au CNFS, on a maintenant des programmes de formation professionnelle francophones dans presque toutes les provinces et territoires. Donc, c'est une bonne stratégie qui va éventuellement améliorer la situation, mais entre-temps, on ne peut pas juste attendre d'avoir plus de professionnels bilingues, il faut agir. Donc, je reviendrai sur des idées plus tard, mais ça, c'est un des enjeux principaux que j'ai pu déterminer grâce à mes études. Une deuxième chose qui vient à l'esprit, c'est le fait que les gens ne savent pas nécessairement où trouver les services en français. On se doute qu'il y en a, mais comme on n'en a pas besoin dans le moment, on ne se préoccupe pas de s'informer à savoir où ils sont. Et quand on en a besoin, c'est une urgence. On ne s'attarde pas pour les chercher à ce moment-là non plus parce qu'on veut un service près de chez nous tout de suite parce qu'on en a besoin tout de suite. Alors, c'est toujours ce défi d'être bien informé des services qui sont disponibles en français, de savoir où les retrouver, puis même de savoir où chercher pour en trouver. Alors, au Manitoba, on a un annuaire des services en français qui est mis sur le site web de la Société de la francophonie manitobaine. C'est un outil vraiment utile parce que, justement, on peut y retrouver tant du côté privé que public les sources
les personnes qui sont en mesure de nous offrir des services en français. La difficulté, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui sont au courant de ces services-là, de cet annuaire-là. Donc, c'est toujours à refaire, toujours à en faire la promotion, faire une mise à jour, en parler à chaque occasion qu'on a pour que les gens se rendent compte qu'on a des beaux outils. Il suffit de savoir qu'ils existent et de s'en servir. Je dirais une troisième chose que j'ai constatée, c'est que souvent on travaille en silo. Chaque établissement fait son affaire. Chaque institution de santé travaille dans son établissement, travaille avec les gens avec qui il connaît. Et malheureusement, on n'a pas un bon partage des ressources ou même des connaissances par rapport à des stratégies tout à fait simples pour améliorer l'offre active. Mais c'est ce partage-là qui n'est pas facile. Et puis, on se rend compte de l'importance du réseautage entre professionnels, entre organismes, pour justement faire mieux connaître ces petites stratégies-là qui sont toutes simples, mais qui peuvent faire une grande différence dans l'offre active de services en français. Donc, je vais m'arrêter là pour donner la chance à mes collègues, puis ensuite, on pourra peut-être avoir des discussions. Merci beaucoup, Danielle. Alors, la parole va être donnée à Anne-Lise pour intervenir sur la première question. Merci beaucoup. Alors moi, je suis un peu délinquante. J'ai une petite présentation PowerPoint, si vous me permettez, pour répondre à la première question et ensuite à la deuxième question. Donc, je vais juste partager mon écran là. Donc, je suppose que vous le voyez. Donc, la question, les enjeux, les déterminants inégalités en termes d'offres actives et d'accès aux soins. Donc, moi, ce que je veux rappeler à tout le monde d'abord, c'est qu'on a une francophonie en minorité canadienne partout. Avec les chiffres que vous voyez, connaissance du français 2,7 millions, mais au moins 1 million de francophones hors Québec. Les défis sont énormes parce que, à cause de la sociodémographie, des gens un peu partout, il n'y a pas de concentration, peut-être dans certains endroits, mais certains, plus on va vers l'ouest, il n'y en a pas. Population dispersée. Et puis, il y a un défi pour les vitalités des communautés. Et il faut aussi se souvenir tout de suite comme contexte qu'on n'a pas un seul système de santé, mais on a 13 systèmes de santé, donc 12 en dehors du Québec, et qu'on n'a pas des politiques, il y a une province qui est officiellement bilingue au Nouveau-Brunswick, et même là, il y a des problèmes. On a plus de 2 ans de langue officielle dans les territoires, et puis on a des lois sur les services de santé en français dans certaines provinces, et puis des politiques de services de santé dans certaines provinces, et puis il y en a où c'est vraiment très, très faible. Donc, il n'y a pas vraiment de façon de mettre en place ou de forcer les services. Donc, je veux dire, il faut comprendre un peu où on en est. Tout le monde connaît les déterminants de la santé, je ne vais pas y revenir, mais la notion de culture et minorité est extrêmement importante et est un problème quand on veut avoir accès à des services de santé. Bien sûr, la langue, si on ne parle pas l'anglais, on a des gros problèmes. C'est une question de sécurité et de qualité des services, on le sait depuis longtemps. Ici, vous avez aussi un livre de Dr. Louise Bouchard et Dr. Demeul qui ont écrit sur les minorités de langue officielle en 2011, je pense. On sait aussi une autre chose qui est importante quand on pense à l'offre de service. L'offre de service, quand on est en urgence ou quand on est en train d'avoir une chirurgie et qu'on est endormi, ce n'est pas tellement important. Mais c'est important quand on est enceinte et qu'on doit faire un suivi de grossesse. C'est important quand on donne naissance à un enfant. C'est important quand on a des problèmes de santé mentale. C'est important quand on est en soins palliatifs ou quand on a besoin, quand le soin passe par la langue. Et je pense que c'est ça qu'il faut garder toujours en tête. Donc ici, l'impact sur les personnes, et puis après je vais parler des projets de la santé, c'est qu'il y a moins d'accès aux services de santé, moins
moins de visite médicale, donc des diagnostics tardifs. Je pense qu'il y a des personnes qui savent déjà ça. Le problème du consentement éclairé. Est-ce que vous pouvez juste signer là? C'est ça que ça veut dire. Hein? Combien de fois on le voit? Donc, et ça, c'est inéquitable. C'est inéquitable parce que si c'est donné en anglais et pas en français, des personnes peuvent signer des choses dont ils n'ont aucune idée et qui peuvent avoir des conséquences graves. Des risques d'erreur, moins d'accès aux services de santé mentale ou d'autres, qualité des services souvent compromise, et puis, bien sûr, manque de satisfaction avec les services. J'ai juste repris un ou deux graphiques parce que juste pour montrer, pour montrer qu'est-ce qui est important. Ici, vous voyez le taux de mortalité des francophones comparé aux anglophones. C'est une diapositive du docteur Louise Bouchard qui était basée sur des données canadiennes. Et ça montre que plus le revenu est faible, plus les francophones, et ça c'est hors Québec évidemment, ont des taux de mortalité plus élevés. Et après, ça se corrige avec des revenus un peu plus élevés. Mais ce qui est important, c'est ça montre qu'il y a une inégalité, une inéquité, en plus peut-être de questions de revenus, parce que souvent on dit « oh, c'est des problèmes socio-économiques ». Mais ce n'est pas seulement des problèmes socio-économiques, la langue joue un rôle également. Et ici, vous avez des données aussi sur l'accès général aux services de santé dans la langue par région géographique. Et ici, vous avez Terre-Neuve-Labrador, l'île du Prince-Édouard, le Québec, donc ça c'est les anglophones au Québec, l'Ontario et Manitoba, Saskatchewan, Alberta. Et vous voyez le pourcentage de gens qui disent qu'il se trouve qu'il serait difficile d'obtenir des services de santé dans la langue minoritaire, même dans les endroits qui sont bien, où on sait qu'il y a des lois, ça ne monte pas jamais à 100%. Et même si ces données datent de l'enquête post-censitaire de 2006, d'ailleurs, on va en refaire une cette année. Alors, si vous avez le questionnaire, s'il vous plaît, remplissez-le. On voudra comparer. Combien de fois on a utilisé la langue minoritaire avec le médecin? Vous voyez dans l'Ouest, pratiquement zéro. Et ou à utiliser la langue minoritaire avec l'infirmière. Donc, on a un problème majeur. Et pourquoi est-ce que c'est difficile de donner des services de santé en français? Parce que pour les intervenants en santé, ils ne parlent pas le français, ou ils ont des difficultés de communication, ils ont peur de commettre des erreurs et après d'être responsables. Combien de fois j'ai entendu dire « Ah, mais j'ai été éduquée en anglais, ça ne marche pas, je ne peux pas. » Donc, ils ont peur donc que les soins soient compromis, ils ont peur d'avoir un problème diagnostique ou une tendance accrue à donner des tests auxiliaires. Ah oui, donc, on fait plus de tests juste pour être sûr parce que peut-être qu'on n'a pas très bien compris parce que la personne ne parlait pas bien l'anglais. Donc, voilà, je m'arrête. Le reste, c'est pour la suite. Voilà. Donc, voilà certaines petites questions et je vais m'arrêter tout de suite. Voilà. Merci beaucoup, Anne. Nous avons déjà, avec les deux oratrices, beaucoup d'enjeux et des problèmes qui sont soulevés, les problèmes de pénurie des professionnels de la santé, la méconnaissance même de où on doit aller chercher les services, et le partage des ressources. Et Anne-Lise vient d'ajouter les problèmes de politique. Il n'y a pas l'uniformité des politiques dans la gestion des problèmes des langues et le problème des cultures de la minorité, l'offre active et l'impact de la langue. Maintenant, tournons un peu vers le membre de la communauté francescoise. Francine, qu'est-ce que tu nous en dis? Eh bien, j'apprécie beaucoup d'être ici et j'apprécie ce que je viens d'entendre parce que ça nous donne le grand portrait. Peut-être que moi, je peux vous apporter sur le terrain comme tel. Oui, les enjeux sont du point de vue de la personne qui demande des soins. Souvent, ce qui arrive, si c'est des gens comme moi qui ont été élevés en anglais aussi,
ça va être plus facile. On a tendance à aller avec ce qui est plus facile pour toutes les raisons qui ont été mentionnées. On ne veut pas attendre, on est pressé ou on ressent que l'intervenant, le professionnel de santé est peut-être moins à l'aise, donc on va être gentil, puis on ne va pas pousser l'enveloppe pour leur demander de parler en français. Et je peux comprendre du côté des intervenants puis qu'ils ont aussi tu sais, surtout s'il y a une certaine une inquiétude, peut-être que parce qu'ils ont été qu'ils ont étudié en anglais, bien, il va y avoir peut-être une certaine insécurité linguistique. Et non seulement, je vais vous dire, moi, j'ai un docteur qui parle français et je la force à parler français. C'est une personne qui a étudié en immersion, puis elle a un nom anglophone. Ça c'est un autre enjeu. Tu sais, tu vois des noms des gens, tu ne peux pas prendre pour acquis qu'ils parlent juste l'anglais. Alors, elle a un nom anglophone, puis mais son prénom était francophone. Alors, la première fois que j'ai rencontré, j'ai dit, oh, docteur, puis j'ai parlé en français. Est-ce que vous parlez français? Là, elle a un petit peu été surprise et je l'ai encouragée à me parler en français. Et alors, je suis chanceuse, je l'ai trouvé comme ça, par hasard. Alors, c'est ça, ça découle dans l'autre enjeu. Comment trouver ces intervenants, ces docteurs, ces infirmières qui parlent le français? Et c'est sûr que le réseau ici en Saskatchewan, le réseau de santé en français fait un travail pour aller chercher ces noms. Mais ce n'est pas toujours évident. Ce n'est pas tous les intervenants qui veulent s'afficher, qui parlent français. Mais je pense que l'enjeu, c'est de faire comprendre. Puis là, moi, je ne suis pas une professionnelle de santé, vous allez me corriger là. Mais j'aimerais que les professionnels de santé comprennent que quand on rentre dans leur bureau puis qu'on a besoin de leur parler, c'est correct s'ils disent quelques mots en anglais, mais on veut juste être accueillis en français. Puis pour moi, je me sens tellement valorisée comme personne, je me sens respectée. Quand une personne, même si son français est un peu whatever, hein, un peu boiteux, je me sens bien. Et écoute, comme personne qui a utilisé les soins en santé, je fais confiance que la personne devant moi a quand même, elle a tout ce qu'il faut pour m'appuyer dans mes troubles ou dans mon problème. Donc, en tout cas, j'espère qu'on n'en demande pas trop, mais moi, j'oserais dire ça, qu'il faut encourager les gens qu'on peut trouver qui parlent en français. Peut-être aussitôt que, comment dire, cette sécurité linguistique, d'essayer de diminuer cette insécurité que les gens peuvent avoir. Et parce que Anne, tu l'as montré dans une des diapos, hein, ce qui est important, c'est dans les soins primaires, c'est entrer en relation avec le professionnel de santé. Donc, pour moi, c'est ça. C'est pas s'en faire trop avec les grands termes ou les termes médicaux et vraiment aller dans le côté relationnel. Alors, ça, c'est un enjeu. Et je pense que j'avais un autre... Eh bien, l'autre enjeu, c'est que ça nous en prend plus de personnes qui peuvent parler français. Et venant ma mère habite à Prince-Albert, qui est un peu plus... elle habite dans un petit village près de Prince-Albert. Et c'est sûr que la distribution des intervenants qui parlent en français n'est pas toujours égale entre les communautés. Donc, ma mère parle très mal l'anglais. Et elle n'a pas trouvé personne qui parle français. Donc, c'est ça. Alors, ma soeur l'accompagne. Ma soeur qui habite là l'accompagne. Sinon, je pense qu'elle comprendrait mal ce que le professionnel lui dit.
Alors, c'est ça. C'est vraiment de développer cette relation. Puis pour ça, il faut peut-être rentrer, peut-être qu'on devrait tous, mais là, je ne rentrerai pas dans les solutions, mais vraiment accueillir la personne qui nous parle en français. Et voilà, commencer une relation. Merci. Merci, Francine. Je retourne encore vers les deux intervenants qui ont parlé avant vous pour leur offrir l'opportunité de répondre aussi à l'une ou l'autre intervention, une information qui a été partagée pour enrichir plus. Donc, Daniel et Anne, sentez-vous libres de commenter ce qui a été dit par l'un ou l'autre. Ben, je voudrais rebondir un petit peu sur ce que Francine vient de partager, parce qu'effectivement, l'insécurité linguistique, ce n'est pas seulement le professionnel qui la vit, mais souvent le patient ou le client qui est habitué à parler en franglais chez lui. Puis, si tous les deux pouvaient comprendre qu'on est tous les deux plus à l'aise en se parlant en français et en anglais à la fois, je pense qu'on résoudra bien des problèmes à cet égard-là. L'autre chose qui m'a frappé, Francine, dans ce que tu as dit, ça se rapporte aux inégalités. Alors, comme tu parlais de ta maman qui ne comprend pas l'anglais ou qui parle peu l'anglais. Justement, il y a des populations qui sont plus à risque comme ça. Donc, c'est d'avoir une considération spéciale pour les aînés, par exemple, pour les enfants qui sont pas encore à l'école, mais qui apprennent la langue maternelle, c'est le français. Des personnes qui vivent avec un handicap, des personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale. Il y a des circonstances où est-ce qu'on est... Il y a certaines populations qui sont plus vulnérables, mais ça serait important de cibler nos interventions peut-être plus spécifiquement envers ces populations-là. Mais ce que j'ai constaté avec une de mes études, c'était que souvent, on pourrait tous se retrouver dans une situation de vulnérabilité. Ce n'est pas parce qu'on est bilingue dans le moment que quand on est malade, en douleur, ou vraiment avec des problèmes sérieux, complexes, nous aussi, on peut devenir facilement des personnes vulnérables qui peuvent juste communiquer dans notre langue maternelle. Donc, une considération à prendre aussi, on n'y pense pas. Puis c'est curieux parce que j'avais fait une entrevue avec une dame justement qui vivait dans le sud de la Saskatchewan puis qui me disait, tu sais, Daniel, j'ai travaillé toute ma vie dans les deux langues, je suis parfaitement bilingue. Et puis, à un moment donné, je me suis retrouvée à l'urgence et puis j'avais pas moyen de dire un mot en anglais. Il n'y avait rien qui sortait. Mon garçon me disait, voyons donc, maman, tu es bilingue, pourquoi tu peux pas pourquoi il faut que je vienne t'aider? Tu es capable de parler en anglais? Puis elle disait, écoute, les mots ne viennent pas du tout, du tout. Et puis, elle me disait, il a fallu que je le vive pour le croire. Et puis, je pense, on ne veut pas tout avoir à vivre ça, mais je pense qu'on peut apprendre des expériences des autres, puis de constater qu'en effet, ça peut nous arriver à chacun. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous venez de dire toutes les deux. Il y a une chose aussi qui est plus difficile, je trouve, quand on arrive dans le système, et c'est que ce n'est pas écrit sur notre front qu'on est francophone. et je dois dire que, et puis je me souviens de quand j'ai commencé en Saskatchewan, on me disait, vous les francophones, quel est votre problème? Je veux dire, vous n'êtes pas comme d'autres populations qui sont à risque, etc. Et puis, parce que la langue n'était pas du tout reconnue comme une barrière fondamentale. Et je dois dire quand même que l'immigration, le fait qu'il y a eu une immigration beaucoup plus forte dans les 10 dernières années, ou peut-être un peu plus même, tout d'un coup a fait prendre conscience du système de « ouf, on a un problème ». Il l'avait déjà avant, mais il ne le reconnaissait pas. Il fallait qu'il devienne un peu visible. Et puis là, moi, je suis toujours éternellement reconnaissant à tous les gens qui viennent de l'immigration à cause de ça, parce que tout d'un coup, ce problème,
au début, on me disait, oh, hein, et puis après, les gens disaient, ah oui, c'est vrai, il y a un problème. Et puis les médecins le reconnaissaient, les systèmes le reconnaissaient. Donc, cette vulnérabilité, on reconnaît aussi pour les personnes âgées, mais elle était reconnue de façon très, très partielle. Et puis là, je pense qu'il y a le système, de façon générale, au moins reconnaît qu'on a des problèmes. Et puis, les solutions, c'est plus difficile disons, à les mettre en place, mais on en parlera tout à l'heure. Merci beaucoup. Alors, je demande déjà au public de préparer leurs questions parce que les débats risquent d'être houleux. Alors, nous allons passer tout justement à la deuxième question pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas. Donc, que peut-on faire pour remédier aux inégalités d'offres actives et d'accès aux soins dans nos communautés francophones en situation minoritaire? Nous pouvons garder le même ordre ou bien renverser. Donc, on peut commencer par Anne-Lise. D'accord, donc je vais, si vous me permettez, alors puisque j'ai mon petit PowerPoint, je vais juste le continuer. La seule chose, c'est que je ne suis plus à la bonne place. Donnez-moi juste une seconde. Voilà. Donc voilà la question, que peut-on faire pour remédier à l'inégalité d'offres actives? Et donc, j'ai essayé d'y réfléchir un peu de plusieurs côtés. Je suis revenue d'abord à quelque chose qui a été publié il y a un certain nombre d'années, qui vient de Eric Forg, et qui essaye de voir quels sont les facteurs internes et externes qui influent l'offre de services. Et ce qui est intéressant, je suis désolée, c'est pas clair, mais si on regarde aux facteurs externes pour l'organisation des services, on voit que c'est important, les politiques publiques sont importantes, le contexte juridique, hein, je l'ai mentionné, le contexte de l'organisation des services au niveau provincial ou territorial, le commissaire aux langues officielles, ou ceux qui le remplacent, les besoins et attentes de la population, des acteurs, des organismes francophones dans la mesure où est-ce qu'il y a des pressions, pas de pression, des associations professionnelles qui jouent un rôle parce qu'ils font la reconnaissance des diplômes et des fois on a des problèmes avec la reconnaissance de diplômes des personnes qui viennent de l'étranger, qui sont absolument formées, qui ont pratiqué pendant des années et on leur dit « Oh, on est désolé, c'est pas tout à fait, vous n'êtes pas tout à fait… Enfin, vous devez recommencer certaines études, etc. » Bien sûr, il y a aussi le budget. Au niveau interne, je ne vais pas trop passer de temps, mais au niveau interne, vous avez donc bien sûr la prestation de services, vous avez le problème des ressources humaines et financières, les relations de travail, les attentes des patients, le problème de bilinguisme, les gens qui ne parlent pas, enfin bref, les plans d'action, le volet administratif. Donc, le problème, c'est que même s'il y a des professionnels de santé qui veulent parler français ou qui veulent faire des efforts, ils ne sont pas reconnus dans le système. Ils ne sont pas compensés pour le temps qui passe. S'ils font des traductions, ben, c'est sur leur temps à eux ou à elles. L'autre chose que je voulais mentionner, c'est peut-être juste un petit peu théorique, mais c'était la question de l'accès aux services de santé. Et je suis désolée, ça c'est en anglais, mais ça vient de l'évêque et al. Dans le Journal international pour l'équité en santé. Et c'est un article intéressant et ce que vous voyez ici, si je montre bien, bon, c'est tout un continuum pour aller avoir accès aux services de santé. Donc, ce n'est pas juste, ah ben, je me présente et j'ai accès. Il faut avoir un besoin. Bon. Mais là où je veux insister, c'est juste, donc, il faut demander un service, d'abord ressentir qu'on a un besoin et on doit le chercher. On doit aller l'atteindre et ensuite l'utiliser. Mais qu'est-ce qui se passe alors? Ici, il y a tout un tas de barrières au niveau du système qui font que
pour avoir accès, il faut que ce soit approchable, il faut que ce soit acceptable. Et là, je voudrais insister sur les valeurs professionnelles, les normes, la culture, le sexe du patient ou le genre, parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas se faire servir par un homme si c'est une femme et des choses comme ça. Donc, et de l'autre côté, il y a tout ce qui concerne le patient lui-même, les valeurs personnelles, sociales, l'autonomie du patient, et puis bon, beaucoup d'autres choses qui jouent dans l'environnement. Donc, je ne veux pas insister là-dessus, mais je trouve que des fois, on dit, ah, l'accès du service de santé, bon, c'est juste ça. Non, c'est un peu plus compliqué que ça, et c'est pour ça qu'on fait des recherches, et ça nous aide à réfléchir aussi aux solutions. Les conditions gagnantes de l'offre, pour moi, elles sont au niveau d'une communauté mobilisée qui demande des services. Si on ne demande pas de services, il n'y a pas d'accès, ou le système pense qu'on a besoin d'en donner. Il faut donner des professionnels bilingues qui sont formés, qui sont compétents, soutenus par leur milieu de travail, et souvent, ce n'est pas le cas. Un environnement organisationnel qui reconnaît la nécessité d'offrir des services de santé dans les 2 langues officielles. Et ça ne veut pas dire que tout le monde doit offrir ces services, mais il y a des endroits où c'est extrêmement important. Et puis des normes. Il faut que ce soit des normes d'agrément. C'est-à-dire que si on est une organisation de services qui donne des services de qualité, il faudrait qu'il y ait un agrément qui concerne la langue. Et on est en train de faire des pas vers cet agrément. On a une norme qui existe. Le problème maintenant, c'est est-ce qu'on peut l'appliquer ou est-ce qu'on est prêt à l'appliquer? Et c'est là qu'on en est en ce moment. Je voulais juste donc mentionner qu'il y a quand même des solutions. Bon, les réseaux, il y a des réseaux dans toutes les provinces et territoires, des réseaux santé en français qui œuvrent justement à travailler à l'amélioration de l'accès des services de santé. On travaille sur ce modèle de partenariat et ce modèle de partenariat est critique pour l'accès aux services de santé au bon moment et à la bonne place. Et ça demande vraiment que tous les partenaires travaillent ensemble. Hein? La force du partenariat, c'est chacun apporte son morceau. Mais si quelqu'un n'apporte pas son morceau, c'est difficile. Ou s'il y a 2 morceaux qui manquent, ça devient très, très bancal. Donc, c'est ça qu'il faut aller chercher. Je voulais juste partager avec vous aussi une petite publication que Michel Tremblay et moi-même avons faite sur l'amélioration de l'accès en fonction de l'accompagnement du système. Et moi, je parle, parce que je savais qu'il y avait quelqu'un qui parlerait personnellement, alors moi, je parle un peu au niveau du système. Ce qui est certain, c'est que si au niveau du système, on peut leur dire, on a des besoins, les communautés francophones ont des besoins, voilà quelques études, etc. Bon, d'accord, mais le système fait un peu ce qu'il veut. Mais si on arrive à commencer à le sensibiliser, le système, mobiliser, venir avec des solutions gagnantes, hein, par exemple, dans un centre pour personnes âgées, un sort de long séjour pour personnes âgées, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas faire une aile francophone et le reste est anglophone? Et alors, on pourrait mettre des professionnels de santé francophones qui pourraient desservir les patients francophones qui sont dans le centre de long séjour. Ça se fait à l'île du Prince-Édouard en ce moment. Pourquoi ça ne pourrait pas se faire ailleurs? Et ensuite, après, l'appui à l'amélioration des services. Donc, c'est un partenariat encore beaucoup plus intégré. Et ça a un impact sur l'accès. Les interventions les plus efficaces, et j'ai presque fini, c'est une approche intégrée multidisciplinaire complète, un éventail d'interventions complémentaires, alors au niveau individuel, communautaire, environnemental, politique. Donc, c'est à tous les niveaux qu'il faut travailler. L'appui politique est nécessaire pour vraiment avoir des ressources, parce que c'est ça le problème souvent. On a des champions dans les systèmes, mais où sont les ressources? Bon, les ressources humaines, les ressources financières. La collaboration intersectorielle. Et je pense qu'il faut aussi penser qu'on peut collaborer avec les anglophones pour nous donner des services en français. Si on vient en disant, écoutez, voilà ce qu'on vous propose, on peut participer financièrement, par exemple, et puis voilà ce que ça demande de vous, ou bien ça peut même vous donner des modèles de services, les anglophones où le système est beaucoup plus réceptif.
Je voulais simplement mentionner, par exemple, au niveau, une bonne chose, c'est qu'au niveau de l'avenir de l'éducation médicale au Canada, depuis 1095, mais depuis 2005, il y a maintenant la question de la responsabilité sociale dans les facultés de médecine qui consiste à devoir l'obligation d'atteindre toutes personnes qui sont dans leur sphère d'intervention. Et ça veut dire les francophones. Et souvent, je dis, mais vous faites beaucoup de choses. Oui, il y a beaucoup de gens vulnérables. Vous oubliez souvent les services de santé en français. Mais il y a une obligation dans la formation des étudiants en médecine, dans la formation des résidents et chez les médecins. Donc, quelques initiatives qui existent, Francodoc, et si vous voulez, j'en parlerai plus tard, parce que je ne veux pas prendre du temps sur mes collègues, Francodoc, qui est justement d'aller chercher des étudiants anglophones, mais qui ont fait l'immersion française et qui, avec un peu d'encouragement, puis je viens de le faire hier soir, j'ai participé à un atelier hier soir avec des étudiants dans tout le pays et un réseau, le réseau de la Nouvelle-Écosse. Et on a des patients simulés et puis on essaie de les faire pratiquer, de prendre l'histoire du patient en français, travailler sur leur terminologie, etc. Les étudiants ils en veulent, mais il faut vraiment leur donner des occasions. Le service d'accompagnement des patients par des bénévoles formés, c'est une initiative qui a été commencée par le réseau en santé en français de Saskatchewan. Et alors là, ce qui est intéressant dans celui-là, c'est que au début, je vais vous dire juste une petite histoire. Au début, le système nous disait « Oh non, mais c'est trop compliqué. On est d'accord avec ça, mais c'est trop compliqué. On va choisir dans quel service vous voulez mettre ce service d'accompagnement. Est-ce que c'est dans les soins primaires ou est-ce que c'est en maternité, etc. » Et on leur a dit « Mais non, parce que les gens, ils viennent pour beaucoup de raisons. » Alors finalement, l'argument massu, puis ça c'est vraiment quelque chose qui est important, c'est que c'est le patient qui décide. Alors, si le patient veut être accompagné, personne ne peut dire que la personne qui l'accompagne n'a pas le droit d'être là avec lui ou elle. Ça, c'est un fait. Et donc, ce service d'accompagnement a commencé il y a quand même après 5 ans. J'ai des données, mais je voulais pas vous embêter aujourd'hui. Ça marche. Les professionnels de santé sont ébahis. Ils disent, j'aurais jamais pu donner ce service s'il n'y avait pas eu la personne qui accompagne le patient. Et le patient est ravi parce qu'il s'est fait comprendre. Il comprend aussi la suite, c'est-à-dire l'accompagnateur, peut aussi aller à la pharmacie ou peut faire le suivi pour prendre le prochain rendez-vous. Donc, il n'y a pas seulement l'interprétation pendant l'accompagnement médical, enfin le service médical, mais il y a l'avant et l'après. Et ça, c'est important. Et bien sûr, c'est toujours mieux si la personne, le professionnel de santé est bilingue. Bon, ben, ça, c'est l'idéal. Voilà. Merci beaucoup. Danielle, vous pouvez enchaîner? Ben, je pense qu'Anne, elle a pas mal tout dit, mais non. Je suis d'accord avec tout ce que tu as présenté, Anne, vraiment, c'est très exhaustif. Par rapport à l'accompagnement et à l'interprétation, il y a d'autres initiatives ailleurs aussi, à Thunder Bay, par exemple, ça fait plusieurs années qu'ils ont un service d'accompagnement et d'interprète, justement pour accompagner les personnes qui sont un peu plus à risque, qui sont un peu plus vulnérables, les personnes aînées, seules, qui n'ont pas un réseau familial autour d'eux. Donc, c'est vraiment un service très personnalisé. Puis je pense que c'est important que ça soit comme ça parce qu'on a chacun des besoins différents. Donc, c'est une excellente initiative. Moi, ce que j'aimerais proposer peut-être comme solution, c'est qu'on fait tous partie de la solution. Alors, même si on a un problème de santé qui n'est pas urgent, puis qu'on sait qu'on est capable de s'arranger en anglais aussi bien qu'en français, de faire des démarches pour avoir des services en français, peut-être que ça va te prendre plus d'énergie,
Peut-être que tu n'auras pas un service en français en bout de ligne toi-même, mais peut-être que la prochaine personne, par exemple, qui se présente, elle aura une réponse différente du fait que toi, tu as déjà demandé avant. Alors, je pense qu'on a chacun un rôle à jouer dans l'amélioration des services en français, c'est tout simplement de faire la demande, une demande active. Malgré les circonstances, et des fois, on voudrait que ça aille plus vite. Mais comme Anne le dit, si on ne le demande pas, le système ne peut pas se rendre compte qu'il y a un besoin. Et donc, on ne s'aide pas, disons. La deuxième chose que j'aimerais souligner, c'était que chaque petite initiative peut sembler insignifiante, mais peut faire une grande différence. Je vais vous donner quelques exemples. J'ai des collègues de l'Université d'Ottawa qui ont fait un projet à Thunder Bay, justement. Ils se sont rendus compte qu'il y avait des problèmes de communication à certains niveaux. Et puis, leur solution, ça a été je pense qu'il y avait une affiche à l'entrée quand on se présente à l'accueil. Il y avait une affiche et puis ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont collé le message en français juste en dessous pour dire bienvenue. Si vous voulez un service en français, je peux appeler puis le numéro de téléphone. Alors, quand quelqu'un se présente, c'est pas juste de dire ben je ne sais pas, je connais personne. C'est de savoir que oh oui, il y a un numéro aussi que je peux appeler. C'est pas groundbreaking, comme on dit, c'est pas la haute technologie, c'est rien d'hyper complexe, mais ça peut faire une différence. Une autre initiative qui a été faite grâce justement au travail de cette équipe de recherche de l'Université d'Ottawa, c'est à Winnipeg, ici à l'hôpital Victoria, on cherche à améliorer les services en français, on ne sait pas trop comment s'y prendre. Donc, une des stratégies qu'ils ont décidé d'adopter, c'était quand les gens se préparent pour une chirurgie, on leur envoie généralement une documentation disant qu'il faut que tu fasses ça, puis ça, puis ça avant ta chirurgie. Et puis, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont ajouté en bas de la lettre, si tu veux un service en français, appelle, si tu veux une traduction de cette lettre-ci, appelle ce numéro. Et donc, au moins, la personne qui n'est pas en mesure de comprendre la lettre, le contenu de la lettre, peut trouver les informations assez facilement. Donc, ça, c'est des stratégies d'offres actives qui sont, ça ne prend pas beaucoup d'énergie, il s'agit juste de savoir parler aux bonnes personnes pour que cette ligne-là s'ajoute aux bonnes lettres. Alors, comme je dis, des petites solutions, des fois, ça peut faire pas mal de chemin. La dernière chose que j'aimerais proposer, puis je suis contente qu'Anne est là parce que comme présidente de la SSF, j'aimerais t'entendre là-dessus. C'est souvent, les professionnels n'ont pas nécessairement les ressources dont ils ont besoin. Puis là, je parle, c'est des tests diagnostiques, c'est des tests de mémoire, des outils diagnostiques. C'est écrit sur papier, là, un petit test à l'oral, disons. Ou bien de la documentation par rapport à la diabète. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Quelles sont les stratégies de soins à la maison? On n'a pas nécessairement les ressources en français. Puis il me semble que la Société Santé en français étant un réseau pan-canadien, pourrait peut-être, je ne sais pas, se pencher sur comment améliorer l'accès à ces ressources-là pour justement tous les réseaux, tous les organismes de santé à travers le Canada. Je ne pense pas que ça existe dans le moment, puis chacun dans le moment, chaque professionnel est à la recherche d'outils dont il a besoin. Si on avait une banque d'outils, ça pourrait vraiment aider. Alors ça, c'est ma petite suggestion à moi. Je serais contente de t'entendre là-dessus, Anne. Avant de passer à Francine, Anne, qu'est-ce que vous en pensez de la suggestion? Ben, moi, je pense que c'est une excellente suggestion. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a beaucoup de ressources qui existent en français, même dans dans les ordres professionnels. Par exemple, l'association des... voyons, le Collège des médecins, non, des médecins de famille du Canada a beaucoup de ressources. Médecins francophones du Canada, qui est au Québec, a énormément de ressources en français. Il y a aussi des ressources pour tout le réseau des pédiatres.
il y a beaucoup de choses qui existent en anglais et en français, sur tous les sites web. Le problème, c'est qu'effectivement, il faut qu'on sache que ça existe et où. Et c'est sûr que d'avoir une façon de créer un genre de répertoire ou de liste ou de lien, un endroit, hein, c'est quelque chose à laquelle on est en train de réfléchir en refondant un peu notre site web. Je sais aussi que le CNFS a certaines choses. Donc, la question, c'est savoir qui fait quoi, puis comment est-ce qu'on ne fait pas des dédoublements où on est. Et puis, c'est une grande question. C'est qu'il y a beaucoup maintenant de matériel, il y a beaucoup de recherches, il y a beaucoup de ressources. Bon, pas partout, mais quand même énormément. Mais elles sont un peu disparates et pas bien organisées. Et c'est sûr que pour que ça arrive au réseau et ensuite aux professionnels de la santé ou aux patients, c'est toute une logistique, mais je pense que c'est un excellent point. Je le prends avec moi pour voir où est-ce qu'on en est là-dessus. Merci beaucoup, Anne. Et maintenant, nous allons entendre la voix de la communauté. Oui, merci. Eh bien, je vous dis, à titre de personne dans la communauté, je me dis l'offre et la demande, hein, c'est ça, c'est la poule et l'œuf. Ça fait longtemps qu'on en parle, mais je pense qu'on peut avoir certaines solutions. J'ai bien entendu que l'idéal, c'est que les deux côtés, tu sais, que l'offre se fasse de plus en plus et que la demande se fasse de plus en plus. Ça, c'est l'idéal. Mais dans la vraie vie, on sait qu'il va y avoir un déséquilibre. Et vraiment, je retiens, moi aussi, c'est toute l'équité, hein, l'équité de la langue, c'est l'équité de justice sociale aussi. En tout cas, je garde ça en tête. On ne demande pas c'est quoi le terme? Ce que nous demandons comme personnes qui parlent français, oui, c'est une justice, c'est un droit. Donc, tout ça, je pense qu'il faut s'en rappeler parce que même entre nous dans la communauté, on peut se dire, tu sais, j'en demande un peu trop, je suis mieux d'arrêter, là, je pousse trop l'enveloppe encore. Mais il faut se rappeler que nous devons faire de la place pour ça. Et pas seulement juste comme pour moi, mais comme on a bien entendu, il y a tellement d'autres personnes qui ont des besoins. Je pense aux immigrants qui ont toute démarche à monter pour se faire comprendre. Et oui, l'accompagnement, je suis accompagnatrice, bénévole aussi. Et à chaque fois, c'est incroyable. Je reconnais la valeur de ce service. Je l'ai vu moi-même. Et de plus en plus, le docteur, la première fois que j'ai été, tu sais, j'avais tous mes cartons, toutes mes choses pour remplir, puis tout le monde me regardait de travers là, à la clinique, et on se demandait, mais qu'est-ce qui se passe? Mais la dernière fois, c'est juste la semaine passée, mon Dieu, c'était comme, OK, oui, madame, moi aussi, OK, oui, le docteur va remplir ça, pas de problème. Donc, ça fait à peu près 5 ans, hein, tu dis, hein, que ça a commencé. Donc, c'est pas du jour au lendemain, mais ça, c'est encourageant. Oui, les meilleures pratiques aussi, je pense que vu qu'on, tu sais, je reconnais que chaque province a son propre système de santé. Et moi, j'aimerais voir les autorités de santé, les systèmes de santé se parler entre eux. Je ne sais pas si c'est possible, mais il me semble qu'il y aurait des meilleures pratiques à partager à leur niveau. Puis, il me semble que ce serait vraiment chouette s'ils pourraient le découvrir eux-mêmes, qu'on n'a pas besoin d'aller leur dire, mais en tout cas, on pourrait les guider là-dedans, si on pourrait trouver des façons d'arrimer les meilleures pratiques. Ici, je fais un clin d'œil à Léonie parce qu'elle connaît ce projet que nous avions. C'est quand j'étais encore à l'université, puis je travaillais pour
la mise en œuvre puis de l'option bilingue pour les sciences infirmières, pour le programme des sciences infirmières à l'université. Quelque chose de très, très simple, puis les étudiants l'ont tellement apprécié. On leur a donné des badges qui disaient « Je parle français ». Alors, quand ils allaient pour leur stage, ils portaient leur badge et puis ils ne sont pas nombreux, nos étudiants, hein, mais j'ai 2 étudiants, si on regarde le pourcentage, c'est quand même beaucoup, ils ont fait exprès pour me dire « Ah, Francine, ça, là, j'étais tellement fière, on a reconnu que je parlais français. » Puis même, ils ont découvert que comment on les appelle, la personne responsable pour le stage parlait français aussi. Bon. Donc, et ici, comme on disait, ce n'est pas écrit sur notre front quand on rentre dans un bureau du médecin qu'on parle français, mais si on pouvait voir que le médecin, lui, écrit sur son front, presque, mais qui porte sur sa chemise ou sur son vêtement « Je parle français », ça ouvre la porte tout de suite. Et donc, j'espère que ça, je veux dire, c'est presque rien là, quand on pense à tout le grand portrait, mais c'est une petite chose qui pourrait être très, très efficace. Et pour quelle autre chose qu'on pourrait faire? Je pense que dans la communauté, c'est de s'assurer, comme le réseau en santé fait un gros travail pour nous apporter de l'information, etc. Et je me demande s'il y aurait aussi, c'est pas tout le monde hein, qui lit leur courriel, puis il faut vraiment trouver la façon de rejoindre chaque personne où ils sont. Et peut-être d'avoir encore des liens encore plus étroits entre le réseau santé en français et chaque communauté, de trouver des façons d'apporter de l'information. Et je suis toujours déçue quand les gens me disent « Ah, mais non, je n'ai pas mes courriels. » Puis je manquais le bateau des fois, mais dire cela, ça ne fait rien. Il faut trouver une autre façon d'aller rejoindre les gens. Quelle autre chose que je peux apporter comme solution? Et je pense que ce serait d'encourager toute la communauté francescoise de simplement, quand ils arrivent chez... puis moi, je pense au médecin, mais je pense aussi à l'optométriste ou de demander, un peu comme Daniel disait, est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait... je parle français, j'aimerais ça être servi en français. Et si la personne dit non, de dire « Ah, OK, c'est dommage », puis là, on peut switcher en anglais, mais comme Daniel dit, mais peut-être qu'on peut garder des notes si on fait cette demande-là assez souvent et régulièrement, on va commencer à porter attention à cela. Donc, oui, il faut se rendre plus visible. Il faut être plus visible comme francophone, comme communauté francophone et faire valoir nos besoins. Puis je reviens à cette équité, cette justice sociale. Il ne faut pas mettre ça de côté. Alors, ce n'est pas qu'on est capricieux. Nous ne sommes pas capricieux. Nous voulons simplement avoir ce service comme mon mari qui parle juste l'anglais va recevoir son service. Il n'y a pas besoin de se préoccuper que ce soit qui va être il y a juste une langue. Alors, je veux dire, pour quelqu'un comme ça, c'est très facile. Mais nous, pour avoir ce service en français, c'est de se faire valoir et le demander. Donc, je nous encourage dans la communauté de continuer à le faire. Et je suis en train de penser à maman. Je vais aller vérifier de plus près à Prince-Albert quelle sorte d'appui qu'elle pourrait avoir. Alors, j'en prends note. Merci. Merci. Vraiment, c'est très enrichissant. Et maintenant, nous allons tourner vers le public. Donc, vous avez l'occasion de poser des questions à nos oratrices. Si vous avez des questions, s'il vous plaît, vous pouvez les poser directement. Oui, Maria.
Oui, je voudrais vous remercier tout d'abord pour ces propos. Ces questions me préoccupent, d'autant plus que je m'achemine malgré moi vers l'âge aîné. Je suis déjà une aînée puisque j'ai 61 ans cette année. J'ai constaté avec ma grand-mère, parce que ma grand-mère est décédée à l'âge de 98 ans, juste avant la Covid. Et le problème qu'elle avait, c'est qu'elle, d'abord, c'est une personne d'origine vietnamienne. Ma grand-mère était vietnamienne. Donc déjà, le français, c'était sa deuxième langue. Mais comme elle fonctionnait surtout en vietnamien en France, et puis on l'a immigrée au Canada quand elle était très âgée, donc, elle avait quand même un français limité, mais c'était quand même le français qui l'aidait à communiquer avec les gens, même si elle utilisait des mots, n'est-ce pas? Et là, j'ai bien compris quand j'allais lui rendre visite, elle habitait en Colombie-Britannique, chez ma tante. Et le problème, c'est que ma tante était la seule personne qui parlait le français chez elle. Son mari et ses enfants ne parlaient pas le français, malheureusement. Et donc, nous, on lui rendait visite, mais on était très loin. On ne pouvait pas être là quotidiennement ou même hebdomadairement. C'était très difficile pour ma grand-mère. Alors, le problème, c'est que ma tante habitait à la campagne. Donc, ça, c'est une question que je voudrais poser. D'abord, c'est pour les gens qui habitent à la campagne ou dans des petits villages, je suppose que les services sont encore plus réduits. Et là, je l'ai vu avec ma grand-mère, la difficulté de trouver des gens qui parlaient le français. Et en fait, ma tante a été obligée d'engager une amie, enfin, c'était l'amie de son fils, pour l'aider avec ma grand-mère, parce que ma grand-mère ne pouvait pas bouger. Elle ne pouvait plus, à la fin, elle avait 98 ans, elle ne pouvait plus marcher, elle ne pouvait plus même se tourner, il fallait l'aider à se tourner. Et simplement pour vous dire que elle pouvait dire quand même en français assis, debout, pas tout à fait de longues phrases, mais quand même elle pouvait dire quelques mots. D'ailleurs, quand mon oncle est arrivé en Colombie-Britannique, il avait du mal, au début, il n'était pas habitué. Nous, les femmes, on est un petit peu plus rapides pour comprendre, n'est-ce pas? Et alors, la première fois qu'elle lui a dit assis, elle a dit assis. Elle voulait dire, est-ce que tu peux me mettre assise, n'est-ce pas? Et lui n'a pas compris parce que c'est un bon garçon, même s'il a 50 et quelques années. Mais en fait, il a 60 et quelques années. J'oublie on vieillit, n'est-ce pas? En tout cas, alors lui, en bon fils, il a dit, oui, maman, je suis assis. Alors, elle a répété, assis. Et elle a dit, mais je suis assis, maman. Il n'avait toujours pas compris. Finalement, ce qu'a fait ma tante, c'est d'embaucher une personne qui n'était pas du tout une infirmière ou une aide-soignante, donc l'amie de son fils, pour s'occuper de ma grand-mère. Et elle a accepté de ne parler pas le français elle-même, elle a accepté d'apprendre le français pour ma grand-mère. Et ça a beaucoup aidé ma grand-mère. Parce que ça, c'est vraiment important. Et le problème qu'on a, c'est que si on ne parle pas, déjà si on ne parle pas, parce qu'on parle moins, si on a des problèmes de santé mentale ou autre, ça, c'est un gros problème. Et si on ne parle pas non plus bien la langue, ou si on n'a pas de personne qui parle la langue, alors on perd la possibilité d'exprimer son mal. Et donc, on perd le choix de son destin. Et ça, c'est très grave. Et ça, je l'ai vu à ma grand-mère qui ne pouvait pas dire où elle avait mal et pourquoi elle avait mal. Et si elle voulait choisir de mourir ou de ne pas de mourir, ça aussi. Parce qu'à la fin, c'est les docteurs qui décident. Je m'excuse de dire ça, Anne qui est docteur. Je veux dire, à la fin, c'est parce que quand on s'achemine vers la fin, je pense que c'est important de décider si on veut finir sa vie ou pas. Enfin, je veux dire, je ne dis pas que je veux pas dire qu'on doit aider la personne à mourir, je ne veux pas dire cela, mais ce que je veux dire, c'est que parfois le système prend une décision pour la personne qui semble être sur le point de mourir, alors que moi, j'ai vu que ma grand-mère voulait continuer à vivre. Je l'ai vu. Vous voyez, elle ne pouvait pas parler. Parce qu'elle aurait pu dire, non, je vais bien, je ne sais pas moi. Vous voyez? Première question, c'est, je m'excuse parce que j'ai parlé un petit peu de ma vie personnelle, mais première question, c'est, au niveau de la campagne, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a quand même des services, un certain accès qui est offert? Et puis aussi, quand vous parlez de l'accompagnement, parce que moi, je n'ai pas encore l'occasion de bénéficier de ce service, est-ce que, je suppose est-ce que quand on arrive à l'hôpital, on peut demander d'être accompagné ou est-ce qu'on doit s'adresser à Réseau Santé tout de suite à
la communauté francophone. Anne, Daniel, vous pouvez intervenir spontanément. Francine aussi. Oui, Anne peut me corriger, mais pour le service d'accompagnement, dans mon expérience, la personne fait la demande auprès du réseau en santé et après ça, bien, on y connecte ensemble. Alors, et je crois que le réseau en santé fait beaucoup d'efforts pour publiciser, pour faire la promotion de ce service. Alors, c'est comme ça. Et en campagne, ben moi, j'habite en campagne aussi, mais je suis juste à 20 minutes de la ville. Et peut-être les gens, comme je pense à d'autres communautés qui sont plus loin des gros centres, surtout pour aller voir des spécialistes, etc. On est en Saskatchewan et la pénurie, on la voit partout. Hein. Donc, peut-être que, Anne, de ton point de vue, tu peux répondre à cela plus directement? Disons, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire pour l'accompagnement. Donc, c'est vraiment le réseau qui fait les arrangements. Pour la question d'habiter dans des zones rurales ou éloignées, en fait, c'est vrai pour les anglophones aussi. C'est-à-dire qu'on est surtout dans l'Ouest où il y a des grandes distances. Il y a beaucoup de gens qui habitent en campagne et qui n'ont pas forcément accès à des services de santé tout court, mais d'avoir besoin de services de santé en français, ça ajoute un problème supplémentaire, une dimension supplémentaire, une inéquité supplémentaire, parce qu'on n'a pas de service forcément dans sa langue. Maintenant, mon expérience, c'est que on peut avoir la chance des fois d'avoir un médecin francophone. Par exemple, juste pour prendre le Saskatchewan, puis Manitoba, Daniel, tu pourras dire comment ça se passe, mais par exemple, dans la localité de Waka, il y a souvent des médecins francophones parce qu'il y a la communauté des Bellevues et ils ont réussi souvent à avoir des médecins francophones ou bilingues pour les desservir. Bon, pas toujours. Alors, des fois, c'est un peu de la chance, plus qu'autre chose. Ou des fois, c'est des gens qui viennent, qui sont bilingues, mais qui ne restent pas parce qu'on essaye d'attirer des gens pour travailler en campagne. Mais ces médecins, dès qu'ils ont une chance d'aller ailleurs, plus proche de ville, hop, ils s'en vont. Et alors, donc, il y a un gros problème, mais qui dépasse, bien sûr, la question de langue, qui est de pouvoir garder son médecin de famille en campagne. Est-ce qu'il y a possibilité d'avoir des services en ligne ou téléphoniques? Je m'excuse, Daniel, peut-être que tu voulais dire quelque chose, mais oui. Je peux juste répondre à cette question. C'est-à-dire, je pense qu'avec la pandémie, tout d'un coup, ça ouvre complètement des nouvelles possibilités qui, avant, n'étaient même pas considérées ni par les médecins, ni par les patients, et ni par les systèmes de santé qui payent pour les services. Mais là, il y a quand même toute une révolution. Vous avez même vu au niveau du gouvernement de la Saskatchewan, une réflexion qui dit dans quel sens, ou des discussions avec les associations, par exemple, de médecins, dans quelles circonstances on pourrait offrir des services virtuels ou en Zoom ou dans qui permettrait d'améliorer l'accès aux services quand les gens habitent très loin. Et c'est une très bonne question parce on n'a pas forcément toujours besoin de voir le médecin pour 5 minutes pour renouveler une prescription, par exemple. Et je peux ajouter à ça, au moment où j'avais fait l'étude à Thunder Bay avec leur service d'accompagnement, justement, eux étaient en exploration d'avoir des services comme ça via télésanté. Et puis, avec la pandémie, je peux juste m'imaginer que ça fait avancer le dossier un petit peu plus vite parce qu'on n'avait pas le choix. Mais à mon avis, je pense que ce serait quelque chose qu'on devrait sérieusement explorer. Comme dit Anne, si on a besoin de voir le médecin pour 5 minutes, est-ce qu'on a vraiment besoin de se déplacer? Ça pourrait grandement améliorer l'accès à des services en français pour beaucoup de monde. Et puis, justement, une étude récente pour les populations immigrantes ici à Winnipeg, justement, les immigrants nous ont dit, moi, je vis c'est même pas au milieu rural,
cette dame-là vivait dans le nord de la ville de Winnipeg. Les services en français sont centrés dans le sud de la ville. Tu as une famille, tu n'as pas d'auto, tout le déplacement, c'est aussi onéreux que si tu vivais en campagne, disons. L'accès pourrait être amélioré pour ces gens-là aussi. Alors, je pense que c'est une voie de l'avenir, c'est de bâtir un petit peu sur ce qu'on a eu à vivre avec la pandémie et voir comment est-ce qu'on peut garder certains éléments pour améliorer l'accès, justement. Merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans l'Assemblée? Sinon, je vais, pendant que vous réfléchissez aux questions, je vais poser la question. On a parlé des politiques. Moi, ma question, comment la communauté, quelle est la part de la communauté dans les changements des politiques? Qu'est-ce que la communauté peut faire pour influencer grandement et concrètement les politiques par rapport à l'accès aux soins et à l'offre de services actifs? Bien, si je peux répondre, pour commencer, c'est que oui, dans la communauté, l'Assemblée communautaire francescoise, en tout cas, et au Manitoba, il y a l'équivalent aussi, a quand même un grand rôle à jouer pour toujours apporter une certaine pression pour faire s'assurer que les besoins de la communauté sont mis d'avant. Dans le plan de développement global de la communauté, la santé fait partie de ça aussi. Je veux dire, la santé dans tous son sphère. Et c'est ça, oui. On compte sur nos leaders pour le faire parce que c'est eux qui vont rencontrer les ministres, etc. Et pour moi, qui est sur le terrain et toutes les autres personnes, mais je pense que c'est à nous de rappeler à nos leaders. On a chacun notre place et notre rôle à jouer, alors de rappeler à nos leaders, ça là, c'est important, assurez-vous de faire ça. Et non seulement parler à nos leaders, là je vais même dire parler à ceux qui sont élus puis qui prennent des décisions. Je veux dire, on a tous ce droit-là, nous votons, etc. Donc, des fois, on voit ça passer. Hein, peut-être que le réseau santé ou l'Assemblée communautaire va nous demander l'appui pour signer une pétition ou envoyer des lettres. Alors, il ne faut pas se gêner de toujours appuyer ces efforts-là. Ouais. Et puis, moi, je pourrais peut-être rajouter que c'était effectivement la communauté, donc je pense un rôle à jouer, et puis aussi les institutions nationales, parce que donc comme la Société santé en français, certainement, ou le CNFS. Moi, je pense qu'il y a eu, je vais donner un exemple qui s'est passé lors de la pandémie, justement, et au début, quand il y avait les annonces sur les mesures sanitaires à prendre, etc., on a eu plusieurs exemples où il y avait tout avait été diffusé en anglais, il n'y avait pas de traduction française. Alors nous, on a fait, et même le gouvernement fédéral n'avait même pas traduit en même temps donc ces recommandations, enfin, les restrictions, enfin, les mesures à prendre. Et donc, on a fait une lettre au ministre de la Santé et puis donc à d'autres personnes pour dire, mais écoutez, on a un problème majeur, on est en temps de pandémie et vous mettez à risque la communauté francophone qui ne parle pas le français, qui ne parle pas l'anglais. Donc, il faut faire ce genre il faut ne jamais laisser passer des problèmes, ce genre de problèmes d'information. Mais on sait que dans la pandémie, il y a eu des retards d'information à cause de la langue. Et puis, il y a eu plusieurs exemples dans plusieurs provinces et les réseaux ont essayé de veiller à chaque fois faire des représentations, chaque fois corriger les choses. Ça se corrigeait, mais il fallait être là. Il faut être un peu chien de garde, comme on dit, pour le faire. Surtout dans les provinces, mais même dans les provinces où il y a des lois assez fortes. Donc ça, c'est très... malheureusement, d'avoir une loi, ce n'est pas une garantie qu'on aura le service toujours.
Et même au Nouveau-Brunswick, avec mes collègues, quand je leur parle de services, ils disent oui, on a des services autour de Moncton, pas de problème, tout est là, on a un hôpital. Mais dès qu'on va dans le nord, en Acadie, dans le nord de la province, tout le monde parle français et les services sont très limités, bon, en partie à cause du rural et tout ça, mais voilà. Donc, c'est même là où il y a des lois, il faut après avoir des systèmes ou des façons de les rendre obligatoires ou d'avoir des conséquences si on ne les respecte pas. Et ça, c'est encore un peu plus difficile. Ouais, moi, j'allais juste souligner qu'au Manitoba, en 2016, on a eu une loi sur l'épanouissement de la francophonie. Et puis, ça a été des années de revendications et de travail acharné pour qu'on y arrive. Mais je pense qu'il faut beaucoup se rallier avec des personnes qui sont au gouvernement, mais qui ne sont peut-être pas nécessairement francophones, mais qui sont nos alliés. Ils sont plus nombreux que nous. Il faut trouver une façon de travailler avec eux parce que je pense que c'est eux, encore mieux que nous, qui seront capables de faire avancer le dossier. Alors, c'est de chercher qui sont nos alliés et de vraiment de travailler avec eux. Merci beaucoup. Alors, je me tourne encore vers l'Assemblée. Est-ce qu'il y a des questions dans l'Assemblée? Oui, en fait, moi, j'ai une question rapide là, pour Francine. Tu as mentionné que les étudiants étaient très fiers de porter leur badge là, à l'hôpital et tout ça. Mais apparemment, les études là-dessus montrent que quand les gens commencent à travailler, parfois ils hésitent à porter le badge. Ils hésitent à s'afficher comme francophones parce qu'ils ont peur d'être débordés du travail, de devenir comme l'interprète de service. Comment s'en sortir? Est-ce qu'il y a des pistes concrètes qui ont été comme proposées là? Ou? Ça, c'est une bonne question parce que c'est sûr que ça peut avoir un impact sur le professionnel de santé, va se sentir peut-être obligé d'être la personne de recours. Je pense qu'une partie de la réponse, peut-être qui pourrait aider, c'est quand on donne ce badge, c'est vraiment de faire valoir le pourquoi on le porte. Et le pourquoi, c'est pour pouvoir appuyer le patient qui est devant la personne, principalement. Et peut-être aussi, c'est plus grand qu'une personne. Là. Je pense peut-être à une infirmière dans un hôpital, travaille en équipe, sur un plancher, etc., etc. Et il y a toutes des connexions à faire. Pourquoi je porte ce badge? Et c'est là, j'avais dit plus tôt qu'il faut qu'il y ait un certain parallèle entre l'offre et la demande. Et ce serait la même chose là. Il y aurait un parallèle à faire qui viendrait se croiser, finalement se toucher entre l'infirmière qui porte le badge et le département ou son lieu de travail pour qu'il ait cet appui. Et je ne sais pas, hein, moi, je ne travaille pas dans ce milieu. Est-ce que Anne peut-être aurait une réponse là-dessus? Est-ce qu'un professionnel se ferait dire non, tu ne peux pas porter ça? Je ne sais pas, là. Non, ça dépend qu'est-ce qui est porté, si c'est quelque chose de plastique. À un moment donné, j'entendais, ils ne peuvent pas porter ça parce que ça pourrait être une source d'infection ou un foyer de... Bon, moi, je trouvais que c'était exagéré à l'extrême parce que oui, dans certains endroits qui doivent être complètement aseptisés, donc c'est vrai, mais autrement, bon. Mais je pense que le problème, c'est que un étudiant, des fois, se sent n'est pas dans une position de force, surtout quand il est en apprentissage, et donc il peut se sentir un peu vulnérable parce que son maître de stage peut dire, écoute, bon, tu perds ton temps,
ou ils peuvent se sentir jugés ou peut-être avoir peur d'avoir une mauvaise note parce qu'il prend plus de temps, parce qu'il parle en français plutôt qu'en anglais ou des choses comme ça. Donc, c'est un peu difficile. Si on a un maître de stage, donc un médecin ou une infirmière qui comprend, qui dit, au contraire, c'est bien, bravo, je pense que ça va les encourager à continuer à porter ce badge-là. Mais je pense que le milieu, ça dépend des milieux. Il y a des milieux qui sont très ouverts, il y a des milieux qui sont beaucoup plus fermés, ou fermés, ou bien qui simplement regardent l'heure. Ah, ça prend trop de temps, bon. Et donc, c'est un peu des fois une arme à deux tranchants. C'est pour ça que moi, quand je parlais quand l'offre active, vraiment, ça passe par le professionnel de santé, mais ça passe aussi par une agence, ou une organisation de service, ou un hôpital, ou un service qui est prêt à faire un pas vers les personnes qui ne parlent pas bien l'anglais. Et d'ailleurs, c'est le français ou même des fois d'autres langues. Et ce n'est pas partout, malheureusement. Et donc, ça peut se faire ou ça ne peut ne pas se faire. Et je sais aussi, j'ai rencontré des médecins qui disent, moi, je parle français, mais après, il faut que je traduise toutes mes notes en anglais pour le dossier du patient parce que mon collègue ne comprend pas le français. Donc, je ne peux pas écrire juste en français. Donc je parle en français, je dois retraduire en anglais ou prendre mes notes en anglais ou en bilingue. Les intégrer dans le dossier du patient, c'est assez compliqué. Et souvent, ils n'ont pas plus de temps pour faire de ça. Et des fois, ça a été un obstacle. Il y a des médecins, alors plutôt que même pas des étudiants qui m'ont dit, Anne, je lui parle, mais de faire ça, tu te rends compte combien de temps ça me prend. Et puis, j'ai seulement 3 minutes pour voir un patient. Enfin, et donc, ça fait une charge de travail supplémentaire qui est souvent pas du tout reconnue. Daniel, est-ce que c'est vécu aussi au Manitoba? Oui, tout à fait. Et puis, le défi avec l'épinglette, c'est des fois on la porte, des fois on ne la porte pas. Alors, de plus en plus, chez nous, on encourage l'usage du hello, bonjour. Tu ne peux pas l'oublier de le porter, il est avec toi tout le temps. Alors, si tu prends l'habitude d'accueillir la personne toujours dans les 2 langues, tout de suite, ils vont savoir si tu es en mesure de leur offrir un service en français. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions dans l'Assemblée? Non, je vais me permettre encore d'en poser encore, j'en ai beaucoup. Anne a parlé de l'aile francophone. Alors, j'étais en train de me demander, est-ce que les modèles des écoles francescoises peuvent être transférés au niveau des services de santé? En parlant de l'aile francophone pour l'accès aux services, est-ce qu'on peut s'inspirer de modèles des écoles francescoises? Pas tout à fait, parce que le modèle des écoles francescoises ou des écoles francophones en général, c'est une gestion, la gestion par les francophones pour les francophones. Et ça veut dire avec des établissements indépendants. Dans le système de santé, je pense que surtout où on est très minoritaire, je pense que c'est même pas pensable d'avoir des établissements indépendants qui sont gérés par des francophones. Peut-être, sauf des cliniques. On peut avoir peut-être des cliniques de santé où il y a, disons, un ou 2 professionnels de santé, ou 3, enfin, médecins, infirmières, et peut-être d'autres professionnels de santé qui parlent français et qui pourraient se rencontrer et offrir donc des services de santé en français. Mais je peux vous dire tout de suite que même pour une clinique comme ça, on a fait une étude de marché, le réseau a fait une étude de marché en Saskatchewan et ce n'est pas viable parce qu'on n'a pas assez de francophones. Donc, il faudrait que ce soit une clinique bilingue. Il faudrait que ce soit une clinique qui offre des services en anglais et en français, affichés comme ça, pour qu'il y ait le volume de patients. Autrement, ce n'est pas viable en Saskatchewan. Même pas à Saskatoon, ce n'est pas viable. Alors qu'au Manitoba, c'est complètement différent. Donc, je laisserai Daniel en parler. Mais
Mais au niveau des hôpitaux et des autres services, alors, donc, pour revenir juste à l'aide, et puis après je te laisse parler, Daniel, c'est que le modèle, et puis c'est ça, on y avait pensé déjà en Saskatchewan, le modèle, c'est que vous avez un centre de long séjour. Par exemple, on a Sainte-Anne, donc, où il y a beaucoup de francophones, donc ici à Saskatoon. Donc, c'est un centre de long séjour pour les personnes âgées, puis avec une clinique à côté. Et donc, l'aile francophone, ce serait possible s'il y avait la volonté du système de le créer. Donc, vous avez l'infrastructure anglophone, mais vous avez une partie du bâtiment qui, par exemple, avec des chambres contiguës, qui pourraient être des personnes âgées qui sont francophones, et alors qu'ils pourraient se rendre visite, enfin, ils n'auraient pas besoin de chercher dans tout le bâtiment où sont les francophones. Et à l'île du Prince-Édouard, ils l'ont fait, et ça marche extrêmement bien, sans avoir un bâtiment qui est complètement dédié aux francophones. Mais ça marche bien parce que l'avantage de ça, c'est que non seulement les patients ou les clients peuvent se rendre visite en français, mais on peut alors assigner un personnel francophone pour cette aile. Donc, ce n'est pas tout le bâtiment, mais une aile du bâtiment. Donc, ce serait 2-3 personnes au lieu de, je ne sais pas combien, 10, 15, 20. Donc, ça, je trouve un modèle qui est porteur et peut-être qu'il existe ailleurs, mais en Saskatchewan, on a eu du mal. Et puis, je peux vous dire, il y a un certain nombre d'années, on a essayé de faire une étude justement pour voir si c'était faisable et possible. Et le système était extrêmement bloqué. C'est-à-dire, le système ne voulait même pas nous donner accès pour savoir s'ils avaient des francophones. Ils ne voulaient même pas savoir s'il y avait des francophones dans leurs établissements, par peur de devoir changer quelque chose ou donner des services. C'était une expérience très intéressante. Merci. Je peux renchérir. Parlez-nous de Manitoba. Oui, alors au Manitoba, bien qu'on a peut-être on a des concentrations de francophones dans le sud de la province, mais malgré ça, il y a des cliniques médicales, par exemple à Sainte-Anne-des-Chênes, qui est un petit village au rural. Mais il ne faut pas penser qu'ils desservent uniquement des francophones. C'est une clinique désignée francophone, mais elle dessert, je dirais probablement à peu près 60% de leur clientèle est anglophone. Alors, on ne pourrait pas survivre juste sur les francophones. C'est la même chose en ville. Je veux dire, on a un centre d'accès de Saint-Boniface qui regroupe beaucoup de services de santé gouvernementaux. Il y a une clinique de santé là également, mais encore là, ce n'est pas uniquement des patients francophones, non, il y a un mélange. Mais la bonne chose, c'est que pour être embauché dans ce centre-là, vous devez être bilingue. Et donc, on est garanti en rentrant, en mettant les pieds là, qu'on peut avoir un service en français. Alors, c'est à nous à choisir vraiment dans quelle langue on veut interagir. Mais quand même, on a la garantie que c'est accessible à cet endroit-là. Si je peux revenir aussi, Anne, par rapport aux ailes qui sont dans les foyers de soins de longue durée, les ailes qui sont désignées francophones. On a ce système-là ici, à Action Marguerite, justement. Ils ont 3 édifices dans 3 quartiers différents, mais celui qui est à Saint-Boniface est désigné bilingue, mais il est là pour pas seulement les aînés francophones, mais les aînés anglophones de Saint-Boniface également. Donc, ils ont désigné 3 étages, 3 ailes qui sont francophones. On y place en priorité les résidents francophones. On y assigne les aides en soins de santé, les infirmières, les médecins. Bien, tous les médecins sont francophones, sont bilingues, là. Mais on fait un effort continu que le personnel, les concierges, les diététistes, tout le monde sont bilingues. Donc, ça forme un espace francophone. On se sent pas très à l'aise de jaser en français et d'entendre le français dans les corridors. C'est vraiment chaleureux, je trouve. Francine, comment vous accueillez cette idée en tant que membre de la communauté? Ben, je sais qu'un jour, je vais vieillir. Alors, mais j'espère que ça va arriver plus vite que ça. Oui, oui, tout à fait. C'est tellement une belle idée
utiliser ce qui est sur place, le bâtiment, et de ne pas essayer d'avoir, on n'est pas assez nombreux, mais de trouver une façon de s'intégrer et pas intégrer, pas se faire assimiler. Hein? C'est ça. On s'intègre, mais on ne se fait pas assimiler. Je trouve ça, ça veut dire des partenariats, ça veut dire beaucoup de travail, mais je pense que c'est faisable. Et oui, ça serait bien. Je serais la première à mettre mon nom là. Merci. Nous avons la possibilité de prendre encore une question dans l'Assemblée. Ou bien des commentaires. Alors, je tiens à vous féliciter. C'était très, très riche. Vraiment une belle présentation. Alors, on a vu les différentes couleurs, comment ça se passe. Alors, j'ose espérer qu'il y aura des retombées positives parce qu'effectivement, je pense que quand on a besoin d'un service où la langue est nécessaire, comme par exemple dans le domaine de la santé mentale, mais j'ose espérer qu'on va pouvoir avoir des services en français. C'est important de pouvoir s'exprimer dans sa langue première. Alors, merci encore aux 3 panélistes et aux excellentes questions et à votre animation. Alors, merci beaucoup. Je vais remercier tout le monde d'être présent. Il y a quelqu'un, il y a une dernière question. Vous avez la parole encore. Oui, bonjour, je connais certaines des personnes ici, là, je suis franco-manitobaine, alors, mais je voulais juste faire le commentaire que l'offre active est importante pour tout le monde. Et puis je pense Daniel a mentionné pour les jeunes enfants et même les personnes bilingues et plurilingues, parce que ça valorise l'utilisation d'une langue qui est minoritaire. Et puis, je pense à la langue, ce que j'adore au sujet des services, comme tout le monde travaille, la communauté travaille fort pour avoir ces services-là en français, c'est qu'à la langue, mes enfants peuvent se voir dans des emplois à l'avenir, en santé, parce qu'ils parlent le français et c'est un atout. Dans plusieurs domaines de la santé. Alors, ça enrichit, l'offre active enrichit les générations futures dans le domaine de la santé aussi. Alors, je voulais juste faire ce commentaire-là et de vous remercier pour vos présentations et pour tous vos travaux dans ce domaine-là. Il faut se battre, il faut continuer, mais ça vaut la peine. Merci beaucoup. Alors, merci à vous tous. Je vous rappelle qu'il y a des sessions dans l'après-midi. Je vous souhaite bon appétit. Alors, ne ratez pas les sessions de l'après-midi parce qu'il y a une continuation de cette table ronde à travers ces sessions. Donc, merci beaucoup. Merci Anne, merci Francine, merci Daniel. Merci à vous tous. Merci bien, Léonie. Merci. Merci, Léonie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À bientôt. Merci.